parlais de... C'est, la présence à soi, c'est vraiment connaître ses mécanismes intérieurs, savoir, ok, qu'est-ce qui m'active? Qu'est-ce qui fait que telle passion, je commence déjà à bâiller ou à m'énerver en disant, oh non, j'ai pas envie de le voir. Et à côté de ça, on a d'autres passions, on se dit, ah chouette, je sais que je vais passer une chouette session, je vais me sentir, je sais que je vais pouvoir l'aider, etc. Et on est tous comme ça, je pense. À un moment ou à un autre, on se dit, oh non, pas lui. Et puis on voit la série, on se dit, oh là 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 là, ça va, c'est une journée, ça va être... Et ça, si on fait un travail sur soi, si vous avez fait un travail sur vous avant, si vous continuez à faire un travail sur vous maintenant, si vous vous faites superviser, c'est évidemment des cas de supervision. On va aller voir notre superviseur en disant, bah, écoute, il y a un truc qui m'active, parce que lui, c'est pénible. Et ce que je trouve magique dans notre métier, c'est que lorsqu'on a fait ce travail, on finit par avoir plus de plaisir à avoir ce type de passion-là, après l'avoir travaillé, qu'avant l'avoir travaillé. Ou que les patients vis-à-vis desquels on avait un contre-transfert plus positif, on va dire. Et donc, je trouve ça fabuleux, parce que c'est chaque fois une opportunité d'apprendre. Et pour moi, ce métier, on apprend toujours, on n'a jamais fini. Donc c'est la présence à soi, c'est la présence à l'autre, c'est pouvoir prendre conscience de ces mécanismes, et effectivement pour en retirer, prendre une distance émotionnelle, mais une distance émotionnelle ne veut pas dire une coupure, une césure, on est en lien, on reste en lien. Pour moi c'est fondamental. Et il y avait une image que Michel utilisait tout à l'heure, il m'a fort touché. Alors, il parlait des pierres et du ciment. Alors moi évidemment ça me parle beaucoup, pas parce que j'ai travaillé dans le bâtiment un jour, mais parce que vraiment ça me parle. Je m'étais questionné sur mais qu'est-ce que c'est que l'humain? Et si on le symbolise avec ces briques, ces pierres que l'on travaille, je m'étais demandé ce qu'on faisait de tout cet émiettage, de toute cette poussière. C'était quoi la poussière? On peut imbriquer comme ça les briques parfaitement, et on n'a besoin de rien d'autre, ça tient tout seul. Les anciens faisaient ça. Mais nous, on utilise du ciment. Et le ciment, c'est la poussière de pierre. Et pour moi, c'est ça qui fait l'humanité. C'est l'humanisme, l'humanité, c'est réaliser que tous nos défauts, toutes nos qualités, c'est ce qui fait que nous sommes ensemble. Et quand je suis avec un patient dans mon cabinet, je me sens ému d'ailleurs. Donc quand je suis avec un patient dans mon cabinet, je sens que c'est ça qui me lie. Et si j'arrive à rester dans cette position que je suis un être humain qu'un autre être humain, alors on peut parler de retrait chaleureux, d'implication, etc., ou de neutralité bienveillante. Ce n'est pas très important. Ça m'amène pour moi à cette bienveillance. Donc quand on fait des thérapies provocatrices, si on n'est pas bienveillant, si on n'est pas authentique dans cette bienveillance, ça ne passe jamais. On peut dire des trucs horribles en thérapie provocatrice. Frank Farrelly adorait faire ça. C'est pas pour le plaisir de choquer, c'était pour essayer de montrer à la personne qu'il y avait d'autres chemins, d'autres voies, d'autres portes, et le laisser libre de les franchir ou non. Et ça, c'est une autre responsabilité en tant que thérapeute, c'est effectivement ne pas forcer. On accompagne à la vitesse du patient et on se rend compte qu'effectivement les outils, ils ne servent qu'à ça. Donc j'ai fait toute une série de formations dans différents outils, beaucoup d'outils que vous ne connaissez probablement pas, en psychologie énergétique, donc on va stimuler des points d'acupression comme en médecine chinoise. Donc je suis assez proche de la philosophie asiatique et bouddhiste. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on réalise que plus j'ai d'outils dans ma boîte, moins ça me bloque, plus ça me libère, parce que simplement je me laisse aller dans ce lien, à essayer de voir où en est le patient dans son propre travail personnel, par rapport à moi-même aussi, où j'en suis dans mon propre travail personnel, et j'adapte l'outil pour qu'il soit le plus efficace pour le patient. Ça veut dire qu'il soit le plus à même de l'entendre, de le percevoir et de le recevoir. Et au fur et à mesure de ce travail thérapeutique, de mon plan de traitement, l'outil peut évoluer, je peux changer, je peux même intégrer différents outils, différentes approches. Il n'y a pas de solution miracle pour moi. C'est garder une grille de lecture qui est ouverte, c'est-à-dire avoir la capacité d'avoir différentes grilles de lecture qui nous permettent de faire le dessin qui est le dessin dont mon patient a besoin à ce moment-ci de la thérapie. Et peut-être que 15 jours plus tard, c'est complètement différent. J'ai une anecdote comme ça, c'est plus qu'une anecdote parce que c'est arrivé il y a 3-4 ans, et ça m'a obligé à revoir complètement ma conception de la thérapie. J'avais un enfant qui venait pour l'énurésie, donc il faisait pipi au lit. Il avait 11 ans, ça faisait 11 ans qu'il faisait pipi au lit. Et en hypnose, c'est un grand classique. C'est pas très compliqué, très l'énurésie normalement. Donc je me suis dit, bah oui, ok. Le petit challenge, c'est qu'il était anglophone.
Les parents étaient anglophones. Et j'avais dit, écoutez, moi en anglais, l'hypnose en anglais, je ne suis pas certain que je puisse être suffisamment dans la langue pour pouvoir le faire avec la précision et la subtilité. Les parents ont insisté. Je dis, écoutez, je veux bien essayer, hein, je fais une induction. Si ça passe, ça passe. Mais si ça passe pas, je vous conseille d'aller voir un tel ou un tel, parce que de prime abord, je vous référerai. Et comme ils étaient envoyés par des gens que je connaissais, je dis, je vais le faire. Et je l'ai fait. La personne, donc l'enfant est parti dans cette induction. L'induction a fonctionné. Je voyais bien qu'il y avait le signaling, les réponses, tout fonctionnait. Donc normalement, ça devait avoir fonctionné. Il sort de la séance, il est très détendu. Les parents m'appellent quelques jours plus tard en disant, bah, écoutez, il n'a plus tout le poids de la honte qu'il avait, mais l'énurésie, elle est toujours là. Et ça m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, bon, la session a fonctionné, donc tous les aspects psychiques, toute cette souffrance a disparu. Sa honte, il peut en parler à ses potes maintenant, parce qu'il portait toujours des langes à 11 ans. Hein, donc c'était vraiment difficile, il ne pouvait pas aller chez ses amis dormir. Et là, je me suis dit, bon, c'est moi qui ai une grille de lecture qui est trop fermée. Donc j'ai commencé à chercher. Et à force de chercher, je suis tombé sur un bouquin d'une certaine Marie-Claude Maisonneuve qui parlait, c'était « Papa, maman, j'y arrive pas ». Et donc ça parlait des réflexes archaïques primitifs qui n'étaient pas résolus. Alors, je me suis dit, tiens, mais c'est peut-être bêtement ça, ça n'a rien à voir avec les aspects psychiques. Les aspects psychiques, c'est une conséquence d'un truc qui est purement mécanique. C'est-à-dire que certains exercices n'ont pas pu, certains réflexes archaïques n'ont pas pu être résolus, et du coup, tout est bloqué. Et donc j'ai rappelé les parents en disant, ils étaient repartis aux États-Unis, j'ai dit, écoutez, j'ai envoyé un mail en disant, faites-le boire avec une paille qui est tarabiscotée, qui est tordue, hein, pour lui rendre difficile le réflexe de succion, parce que c'est le réflexe de succion qui entraîne l'entraînement des sphincters. Et ils ont fait ça. Et un mois plus tard, j'ai reçu un mail de retour en disant, c'est terminé, c'est fini. Donc, je me suis dit, voilà, j'étais complètement enfermé dans mon système, étant sûr que ça allait fonctionner, parce que ça fonctionnait tout le temps, et j'ai ramassé une très bonne baffe dans ma figure, mais qui surtout m'a permis de grandir, et de me dire, ok, je me suis planté, mais j'ai appris. Et donc j'arrive à cette notion de bienveillance et donc de compassion. Et la compassion, c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal. Bon, j'étais un enfant maltraité, donc j'étais très dur, sans me rendre compte. Et je n'oublierai jamais, j'ai un de mes amis qui s'appelle Eddie Kakelberg, c'est un journaliste RTBF, et Eddie me voyait avec mes deux grands-enfants, auprès desquels je me suis excusé il y a de nombreuses années, et on a travaillé ça. J'étais pour moi très très laxiste. Je ne me rendais absolument pas compte que j'étais hyper dur. Et tous mes amis à l'université, quand j'étais à l'UNIF, j'ai eu mon fils, j'étais encore à l'UNIF, me disaient, mais tu es dur. Et moi, je me trouvais laxiste par rapport à ce que j'avais vécu. Mais à force de l'entendre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas. Et il y a eu le phénomène du trou. Et donc j'avais commencé déjà des thérapies bien avant, mais quand il y a eu le phénomène du trou, je n'ai plus osé prendre mes enfants sur mes genoux. Je ne savais plus si c'était quelque chose de naturel ou de non naturel. Et donc ça m'a obligé à les faire, plutôt ça m'a amené à cette prise de conscience, à aller faire ce travail de fond, que je continue toujours. C'est pour ça que je parle beaucoup de ça. Le travail de fond pour les thérapeutes et les supervisions des thérapeutes, c'est fondamental. Pour moi, c'est un chemin qui n'est jamais terminé. Et qui fait partie de notre responsabilité, de notre cadre éthique et déontologique. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai travaillé pendant quelques années avec un psychiatre qui s'appelait Dr Spiet, qui travaillait à EME et l'ULB, et qui m'a dit, mais est-ce que vous pensez que ce sont les enfants qui doivent protéger les parents ou les parents qui doivent protéger les enfants? Et là, j'avais une dichotomie. Je me disais dans ma tête, bah, c'est les enfants qui protègent les parents. Mais dans toute logique, je me disais, ben non, moi je veux protéger mes enfants, je ne veux pas qu'ils me protègent moi. Et donc j'ai eu vraiment toute une série de prises de conscience grâce à ça. Et donc la compassion, c'était la première chose que j'ai dû travailler, parce que c'était la compassion vis-à-vis de soi-même. Arrêter de se faire les mea culpa, mea max et mea culpa, mais de reconnaître que nous sommes des êtres humains, qui travaillons avec l'humain, que rien n'est figé, rien n'est écrit dans le marbre, et que, pour reprendre cette poussière d'humanité que nous travaillons, c'est ça qui forme le ciment qui nous réunit les uns les autres. Et donc pour moi, c'est très très important. Je ne rejoins pas tout à fait David quand il parle de la souffrance. Alors, bon, il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment d'accord. J'aime beaucoup ACT parce que j'ai aussi fait les formations et donc je me réfère aussi à cette démarche. Mais moi, c'est l'autre côté qui m'a intéressé, c'était l'engagement par rapport aux valeurs. C'était justement savoir quelles étaient mes valeurs de vie, humanistes ou non, et quelles sont mes valeurs. Et donc c'est vrai qu'avec les patients, je vais chercher dans le travail
à être dans cette présence, dans cet accompagnement bienveillant, dans cette présence qui est non jugeante. Et je voudrais, je voudrais justement un peu vous titiller. Je me demande, je vais faire comme David, je veux dire, combien d'entre vous ont-ils remarqué qu'ils avaient des vagues de patients qui venaient avec toujours le même thème et que ça durait un certain nombre de mois, jusqu'au moment où vous aviez vous-même intégré le problème, vous l'aviez digéré, et comme par hasard, comme par enchantement, on passait à un autre thème. Donc, je trouve que c'est génial. L'univers est bien fait. Il nous envoie de la matière, il nous alimente de la matière de réflexion pour nous obliger à grandir, à travailler, à comprendre. Quand j'étais à l'Université libre de Bruxelles, je me suis battu pour la loi sur la dépénalisation de l'avortement. Donc j'ai vraiment milité, j'ai organisé des colloques. Mais moi-même, j'étais contre. Alors je n'étais pas contre pour la femme, parce que ça fait partie du choix de la femme. Mais j'avais cette déchirure en moi. C'est que si j'avais dû le vivre personnellement, je ne sais pas comment je l'aurais vécu. Et donc j'étais confronté à ça, parce qu'à la fois je pouvais militer pour quelque chose, et à la fois, à titre personnel, ça ne me passait pas, tout en sachant que c'est évidemment le corps de la femme, et que je n'ai rien à imposer si j'avais dû le vivre. Eh bien, je me suis tapé une vague comme ça de 7 patients d'affilée. Ça a duré 1 an, enfin un peu moins d'1 an. Certaines avaient fait l'IVG, d'autres venaient parce qu'elles se questionnaient sur le fait de le faire ou non, etc. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai eu ce premier rendez-vous avec la patiente, elle a vu avec ce thème, je suis resté, j'ai profité, je me dis chouette, c'est l'anamnèse, je ne dois pas directement travailler, enfin je prends mes notes, et puis j'ai remercié la patiente d'être venue, j'ai ouvert mon Skype, j'ai écrit à un de mes superviseurs, qui est Steve Reed, qui est aux États-Unis. Je dis Steve, j'ai besoin d'une session tout de suite. J'ai un petit problème. Et donc on a parlé de ça, et on a travaillé sur ça, et puis il m'a dit écoute, si vraiment, vraiment tu bloques, réfère. Mais si tu arrives à travailler, donc à prendre cette distance émotionnelle et pouvoir rester dans ton centre, sans réagir, c'est en réponse, en résonance avec ton patient, tout en restant dans la bienveillance, alors il n'y a pas de problème. Et donc c'est tout le travail que j'ai fait. Il m'a fallu 7 patientes pour pouvoir réussir à tout à fait digérer le problème. Et à quoi on sait qu'on a digéré le problème? C'est quand la vague disparaît. On passe à autre chose. Après, c'était les pervers narcissiques. Je me suis demandé pourquoi. Mais bon, j'en suis sorti aussi, donc je suis très heureux. Je vais m'arrêter là. Super, merci beaucoup. Des questions, des réactions, des commentaires sur ce que Yves vient de nous partager? Oui, Richard. Pour féliciter Yves, à part Yann et toi, je connais peu de thérapeutes qui osent parler en fait d'une thématique qui serait peut-être intéressante. C'est dans quelle mesure nos patients sont leurs propres thérapeutes à certains moments. Et comment on évolue au-delà de notre travail personnel, et comment on évolue à travers des patients sans qu'ils le sachent, sans qu'on les paye. Écoute, je te remercie parce que enfin, dans les formations que je peux donner, bon, c'est beaucoup de thérapeutes à qui je donne une formation, j'insiste sur ça. Parce que pour moi, enfin, c'est forcément une connexion, c'est forcément interrelié, donc c'est pas univoque. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse justement garder la distance émotionnelle, personnelle, le temps de notre session, le temps de prendre conscience si quelque chose nous a agité le bocal, le temps d'aller justement creuser, analyser, travailler, désensibiliser, retraiter cette information-là. Pour moi, c'est vraiment la prise de conscience. La prise de conscience est phénoménale. C'est une des choses qui m'a le plus attiré en thérapie, parce qu'on n'a jamais fini. Comme j'avais besoin de stimuli différents, le fait d'avoir jamais fini, c'est très intéressant. C'est comme le bon vin. Je suis un amateur de vin, on n'a jamais fini. C'est pas pour ça qu'on doit se saouler la gueule, mais in vino veritas, c'est un très très bel adage latin. Voilà. Oui, Michel. En fait, tu parlais de la provocation et je suis toujours très admirative parce que celui qui manie la provocation doit être un enfer. Parce que à la base, comme tu l'as dit, à la fois qu'il y ait cette bienveillance, c'est comme si tu avais l'amour parental à l'intérieur qui va gronder l'enfant, qui va lui dire parfois des choses très dures.
Écoute, en tout cas pour moi, bon, c'est clair que notre histoire personnelle va influencer cette bienveillance ou cette présence. Hein. Donc, si vous avez travaillé sur vous ou pas, vous allez rester dans une bienveillance naturelle, spontanée, ou si elle est inauthentique, si elle est construite, ça ne passera pas. Moi, perso, je me suis formé avec David Lake et Steve Wells. David Lake est un médecin australien, Steve Wells un psychologue clinicien australien, qui sont des élèves de Farelli. Feu Farelli, puisqu'il est décédé il y a quelques mois. La première chose quand j'étais en supervision avec eux, c'était l'amour inconditionnel, la bienveillance. C'est les premières choses, c'est les premières qualités. Si vous restez dans cette tonalité-là, on ne peut pas se tromper. Vous pouvez dire des choses qui ne sont pas vraies, mais vous allez simplement reconnaître que, ben oui, je me suis trompé. Et vous allez, ben oui, hein, de temps en temps, même si mon thérapeute a sorti une ânerie, c'est jamais qu'un humain, hein, le pauvre. Et donc, ouais, il fait de son mieux. Enfin, de temps en temps, il m'aide un petit peu, ou pas du tout. Hein. Et donc on va jouer avec cette autodérision, mais qui est aussi de la reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est clair qu'on en parlait tout à l'heure, si on ne reconnaît pas les parts qui sont touchées et blessées, on crée l'opposition, la résistance, et ça persiste. Hein. Vous connaissez, tout ce à quoi je m'oppose résiste, à ce à quoi je résiste persiste. Donc, c'est juste ça. Le reste, c'est de la prise de conscience. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est une phrase que je cite tout le temps, donc ceux qui ont l'habitude vont encore dire, mais je cite toujours Mandela. Mandela, quand quand des patients arrivent chez moi avec une souffrance énorme, où ils disent ben, moi je ne peux pas pardonner, je ne peux même pas imaginer que je puisse un jour pardonner à mon abuseur, hein, qui sont vraiment dans une telle réactivité, il y a une différence entre cette réactivité-là et la pulsion de vie. Au début, on a peut-être besoin de cette colère pour pouvoir passer au-delà, mais si ça devient notre système de fonctionnement, on se tue soi-même. Et donc Mandela avait dit ça. Donc il avait été interviewé par des journalistes qui lui disent « Mais monsieur Mandela, comment pouvez-vous aller négocier avec vos anciens bourreaux, vos anciens geôliers ?» Mandela, qui je pense est un être relativement intelligent et sensible, il a pris un verre et il a dit « Mais je trouve toujours étonnant que les gens intelligents s'imaginent qu'en buvant le poison du ressentiment, ça va tuer leur ennemi. » Et c'est une forme de provocation très très subtile, mais qui est la réalité. Et souvent, le patient va prendre conscience de ça. Et donc, on ne lui demande pas de pardonner à son abuseur. Au départ, on va lui demander simplement d'accepter l'idée qu'il puisse être en paix avec lui-même. Alors, j'ai des racines judaïques. Les racines judaïques, déjà, je n'apprécie pas trop de payer une addition qui n'est pas la mienne. Mais si en plus on me demande de la repayer une seconde fois parce que je commence à m'autoflageller, ça me gêne. Donc, perso, je préfère juste être là-dedans. Je préfère me dire, ok, je prends une distance, je réalise que pour le moment, là où j'en suis, je ne peux pas aller au-delà. Mais nous, dans notre rôle de thérapeute, c'est justement amener des prises de conscience, mais les laisser libres. Et donc c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'autonomisation, l'indépendantisation du patient. C'est vrai que ce sont des valeurs qui m'importent beaucoup, mais on ne peut le faire qu'au rythme du patient, sans forcer. Si on lâche le patient de ce dans la nature, il pourrait s'effondrer, il faut effectivement l'accompagner. Mais à un moment, il faut être capable de réaliser que nous ne sommes pas là pour remplacer une béquille par une autre béquille. On doit aussi à un moment pouvoir l'amener à cette prise de conscience. Et donc les outils sont intéressants pour ça aussi. Par rapport à ce que tu disais, l'orphelin de votre fille, tu sais que j'ai travaillé avec la fille de Nixon, Oui. et elle disait de son père qu'en fait il était dans la provocation, c'est vraiment lui qui a Claire. amené ça, et cette provocation, elle disait, normalement dans la thérapie, le but c'est de faire changer l'autre, de le rendre proactif et de le pousser. La provocation serait cette petite pointe qu'on fait pour qu'il coupe. Tout à fait. Elle disait, la différence qu'il y a entre quelqu'un qui provoque et qui pousse pour que la personne avance, ça veut dire elle sent la pique, elle disait, oui, non, la pique ne la sentait jamais. Et donc l'idée, c'est qu'il n'avait même pas envie que ça change. Ce qu'il faut comprendre, c'est au-delà de... Pour moi, la provocation, ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Je veux dire, bon, c'est quelque chose que j'aime bien parce que, voilà, on va dire culturellement parlant, c'était mon moyen de survivre dans tout un temps, c'était la dérision, l'autodérision. Mais après, j'ai digéré. C'est la différence entre être bienveillant et compassionnel vis-à-vis de soi-même aussi, ou non. Mais ce qui est intéressant, par exemple, pour parler de Milton Erickson, il faisait balader son patient, puis il ne voulait pas s'asseoir, il disait, bah oui, vous asseyez pas, mettez-vous plutôt par là. Hein, et puis, et finalement, si on se mettait plutôt là, qu'est-ce que vous en pensez, hein, ou plutôt là. Et donc comme ça, pendant 20 minutes, il le fatiguait. Puis à un moment, il disait, vous voulez peut-être vous asseoir? Oh, oui, oui. Alors hop, la personne s'assoit.
s'asseyait. Donc il avait cassé un pattern, il avait cassé un comportement. Et donc j'aime bien faire ça avec les enfants, par exemple. Quand je travaille avec des enfants, bon, les enfants, maintenir leur attention longtemps pendant toute une session, ce n'est pas très facile. Donc il faut jouer, il faut changer de modalité tout le temps. Et donc c'est vrai qu'avec des enfants, de temps en temps, je fais ça. Mais c'est moi qui me promène. Donc je vais bouger de gauche à droite, parce que du coup il me suit, il se demande ce que je suis en train de faire, mais pendant qu'il fait ça avec les yeux, il me suit, il fait de l'EMDR. Donc en fonction si je vais vite ou moins vite, etc. Puis tout d'un coup je vais faire des suggestions, puis je vais dire tiens, on pourrait stimuler des points d'acupression, etc. Donc c'est l'adaptabilité du thérapeute. Donc c'est vrai que la souplesse d'esprit, l'adaptabilité du thérapeute, c'est phénoménal. Si vous êtes dans des rails, vous allez forcément rater des choses, il faut vous remettre en question, il faut se remettre en question. Et donc ici ça marche pas avec ça, mais c'est qu'il y a quelque chose qu'on a raté, donc il faut se remettre en question tout le temps. Et donc c'est vrai que les supervisions servent aussi à ça, c'est avoir d'autres points de vue. C'est pour ça que je remercie vraiment Benoît, parce que c'est vrai que c'est une excellente idée. On a très peu d'opportunités de faire ça, sauf dans des formations ou des supervisions de groupe ou collectives, ou personnelles, où on peut un peu échanger. Mais voilà, donc j'adore ça. Merci. Voilà.